Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose, ou du moins de ma façon, ma conception de voir l'hypnose. Voilà, aujourd'hui on entend parler de street hypnose, d'hypnose ericksonienne, d'hypnose classique. Bref, on a oublié une chose essentielle, c'est qu'Erickson lui-même, et je fais appel donc au livre Hypnose d'Olivier Lockert, Erickson lui-même pratiquait toutes les hypnoses. Si on a retenu principalement la fin de sa vie, où il a fait en tout et pour tout 316 cas qui ont été totalement listés, répertoriés par Olivier Lockert, dont je remercie ici l'excellent travail de biographie et de recherche. Il a eu 316 clients privés, Milton Erickson. 316, c'est assez peu, mais il ne faut pas oublier que pendant 25 ans, il était à Palo Alto où il travaillait en laboratoire. Voilà. Sur ces 316 clients, effectivement, il a eu 82% de personnes qu'il a traitées en hypnose dite directe ou de prescription de tâches. C'est là où, je cite Olivier Lockert, j'ouvre les guillemets, Milton Erickson, c'est là qu'il était le plus fort et c'est là où il avait le plus d'efficacité, hypnose directe. Voilà, je ferme les guillemets. 18%, ça a été de l'hypnose dite indirecte. Je cite à nouveau Olivier Lockert, c'est curieusement cette partie d'Erickson qu'on a retenue le plus. Effectivement, c'est là qu'il avait le plus fort taux de succès, le plus fort taux de succès, mais c'est ceux qui pratiquaient le moins. Voilà. Mais on a retenu ceci, et tous les livres qui ont été faits à partir de l'hypnose dite indirecte, qu'on a appelée improprement hypnose ericksonienne, alors que ce n'était qu'une partie, à peine 20%, à peine un client sur 5 de sa pratique. Voilà, donc pour moi, l'hypnose doit être entendue comme un état modifié de conscience avec ce que les Américains, grâce aux travaux qui ont été faits juste avant Erickson, appellent franchir le niveau critique ou dépasser le facteur critique. Comment faire en sorte de dépasser la résistance du patient et d'accéder à l'inconscient, qui est représenté par les deux fonctions, thalamus, hypothalamus. Et ce qu'Erickson, par contre, a été novateur, c'est de pouvoir, par des stratégies indirectes, par effectivement l'utilisation des résistances de la personne, d'aller au-delà donc de la résistance, d'aller au-delà du facteur critique. Voilà. Donc tout honneur à lui d'avoir apporté à la fois le signal idéomoteur, d'avoir permis de comprendre l'importance de la synchronisation, de la calibration, du VACOG, de comprendre les mouvements oculaires. Toutes les techniques de PNL, 80% sont issues pratiquement de l'hypnose grâce aux travaux de Milton Erickson. Voilà, il a eu un apport considérable et je rends hommage, même si je pratique plutôt de l'hypnose classique, de l'hypnose carpentérienne, capazienne, l'hypnose hellmanienne, à Milton Erickson qui a fait progresser l'hypnose à un niveau incroyable. D'abord, il était médecin, il était psychiatre, il avait une connaissance de l'individu qui était absolument incroyable. Mais surtout, moi je retiens deux aspects. Au-delà de la position basse, de l'écoute grâce à l'observation constante de la personne, il a apporté aussi un élément qui n'a pas été assez repris dans les différentes écoles d'hypnose, c'est l'auto-hypnose. Il faut savoir que Milton Erickson était paralysé, première polio à 17 ans, une deuxième, et il était quasiment paralysé et condamné sur son fauteuil. Il n'a réussi à retrouver donc des mouvements que grâce à la propre puissance de son mental. Voilà, vous entendez bien, il n'a pu retrouver la puissance d'une partie de son corps. Il a pu à un moment donné pouvoir commencer à marcher, à bouger ses bras, uniquement non pas par de l'hypnose. Il n'a pas eu d'hypnose sur lui. Il n'a pas fait des techniques d'auto-hypnose, il a visualisé, simplement visualisé les mouvements à la fois de ses doigts, de son poignet, de son bras, de sa main, et comme ceci, il a réussi à stimuler les zones du cerveau pour arriver à retrouver quelque chose d'un peu plus sain et d'un peu plus normal. Vous vous rendez compte, les amis, il a réussi à se sortir d'un état où il était paralysé sans aucune suggestion, sans aucun mot, sans aucune aide extérieure, uniquement par la puissance de concentration et de visualisation. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante que je retiens de la vie d'Erickson. Bien sûr, le fait qu'on ait des propres ressources, qu'on a tout dans notre corps, mais justement, il nous l'a montré. Il nous l'a montré lui-même grâce à la visualisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne conçois pas que lorsqu'on travaille dans l'hypnose, qu'on soit hypnothérapeute ou enseignant d'hypnose, on n'ait pas nos propres rituels tous les jours
hypnotique ou auto-hypnotique. La puissance du cerveau ne demande qu'à être utilisée, et pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Voilà, donc c'était la première partie que je voulais consacrer sur l'hypnose, de dire que pour moi, il faut arrêter les querelles intestines qui servent à rien, si ce n'est qu'à pouvoir dire qu'un tel est meilleur, l'ego, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est les résultats, et les résultats, ce sont les patients et les clients qui en parlent, pas les hypnothérapeutes. Voilà. Une des raisons pour lesquelles moi je me suis orienté vers le sport, parce qu'au moins avec le sport, j'ai des résultats concrets. Je sais si la personne, je la qualifie pour les Jeux Olympiques de Rio, si sa vitesse s'est accélérée de 2/10, si effectivement elle a 15 cm de plus au niveau des, des cadences, des foulées, si la personne va gagner par KO, s'il devient champion d'Europe, champion du monde, là au moins cet objectif. Et là, c'est le domaine dans lequel je veux vraiment, si vous voulez, aller de plus en plus, que des résultats venant de l'extérieur, voilà, en apportant à la fois toutes les techniques d'hypnose, mais également des techniques de respiration, de concentration et de travail de performance sur les neurotransmetteurs. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je vais continuer donc sur l'hypnose. Pour moi, l'hypnose est un état fabuleux qu'on devrait utiliser, mais dans tous les domaines. Tous les thérapeutes devraient utiliser l'hypnose pour entrer en conscience et pouvoir entrer en contact avec le fameux, entre guillemets, cerveau droit, qui comprend les deux structures, thalamus, hypothalamus, à la fois la partie automatique, les schémas mentaux et les mécanismes physiologiques du corps, donc c'est l'hypothalamus, c'est le subconscient, et les émotions qui sont reliées à travers les amygdales, à la fois ce qui va générer des peurs et des croyances. Et tout changement va modifier donc un certain nombre de croyances, et les résistances que nous trouvons chez les patients, c'est justement à ce niveau-là que ça se situe. Donc pour moi, si je veux aller un petit peu plus loin dans la façon dont je travaille et la façon dont j'apprends l'hypnose, j'apprends toutes les techniques d'hypnose. Ma première formation de base, la formation intensive de 5 jours, va permettre d'apprendre les clés. Je dis bien les clés, on ne va pas apprendre l'hypnose ericksonienne sur 15 jours, on va apprendre sur 2 jours, sur 8 exercices différents, les différentes clés importantes, et on va continuer ensuite à le travailler durant toute la semaine. Les clés qui vont faire la différence et qui permettent de rendre conscient, d'apporter de la conscience dans la pratique de l'hypnothérapeute. Avec 6 techniques, 6 protocoles, induction, pardon, donc d'hypnose directe, l'hypnose plus classique, pour permettre d'aller plus loin, plus profondément. Donc j'étais un des premiers sur le sud de la France, en particulier sur Bordeaux, à connecter ces deux formations, donc l'hypnose classique et ericksonienne. Pour moi, l'hypnose ericksonienne reste absolument fabuleuse dans la conduite de l'anamnèse et dans toute la conduite de la séance d'hypnose. Mais je préfère utiliser personnellement les techniques un peu plus puissantes avec des approfondissements qui permettent d'aller beaucoup plus efficacement au problème. Ensuite, une fois qu'on a compris donc ces différentes techniques différentes, donc directes, indirectes, eh bien, il va y avoir tout ce qui est approfondissement, parce que comme le disait Bandler, l'induction est une chose, mais c'est l'approfondissement, ce qu'on appelle le deepener, qui va permettre d'aller soit à des niveaux hypnoïdes, alpha, theta, ou même un petit peu plus loin, si on veut aller dans les hypnoses profondes. Moi, personnellement, je ne travaille plus que dans des niveaux moyens et des niveaux profonds. J'utilise l'échelle de Sband et Davis pour avoir la caractérisation des 30 états hypnotiques principaux avec les tests correspondants, de manière à pouvoir me mettre au minimum à la fin de l'alpha, au début des ondes θ, pour pouvoir accéder à l'inconscient et surtout donc voir ce qui s'est passé, ce qui a pu se programmer d'abord sur un plan verbal. Voilà, je ne vais pas chercher la cause immédiatement, ce qui m'importe c'est de voir les croyances qui ont été engrammées, et c'est ces croyances qui font ces connexions au niveau des amygdales qui vont empêcher le changement. Là, donc mon travail au niveau d'hypnose est d'aller à des niveaux alpha puis ensuite θ, puisque les ondes alpha sont 20 fois plus puissantes que les ondes bêta au niveau de l'enregistrement de nouvelles connexions, tandis que les ondes θ sont 20 fois plus profondes que les ondes alpha, donc 400 fois plus profondes que l'état de veille. Vous imaginez la puissance du changement quand vous êtes à ces niveaux-là. Et donc,
Les trois axes sur lesquels je base mon premier, on va dire, schéma des 4 premières séances, c'est de pouvoir travailler sur déjà l'élimination de toutes les pensées parasites. Ce foutu cerveau gauche, ce néocortex au niveau frontal, qui est sans arrêt en train d'analyser, de logifier les choses, comment voulez-vous que les changements puissent se faire chez les patients si vous ne permettez pas de rester concentré en éliminant toutes les pensées parasites? C'est au niveau des pensées que la première action doit se faire. Ensuite, agir au niveau des émotions qui sont connectées à la fois à nos peurs, à nos croyances, et c'est dans cette région, la temporale, que si on n'agit pas, on va pas pouvoir permettre à la personne d'avoir des changements durables, puisqu'il y aura des peurs de changer, il y aura des croyances associées. Et puis ensuite, cette foutue, on va dire, procrastination qu'on rencontre maintenant sur un client sur 4, un client sur 5. Je crois qu'aujourd'hui 20% ou 25% de la population est victime de cette fameuse phobie sociale administrative, ou appelée également procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un conflit entre le cerveau limbique, avec ses peurs et ses plaisirs, qui n'arrive pas à connecter le cerveau gauche, qui lui est dans la planification, la stratégie, le calcul, la logique, l'analyse. Et donc vous avez des choses bien précises qui sont faites, mais vous ne pouvez pas les mettre en action, parce que quelque part, le cerveau limbique va s'opposer. Voilà, donc déjà, avant de faire un travail métaphorique ou de script, je me permets de faire que le changement va être inévitable. Parce que si vous n'avez pas travaillé sur les peurs, si vous n'avez pas travaillé sur les croyances, le changement ne va pas se faire. Voilà, si les résultats sont toujours intéressants à la sortie de la séance d'hypnose, parce que la personne s'est sentie détendue, s'est sentie relaxée, relâchée, a presque dormi, ça c'est un résultat de l'état d'hypnose, mais ça n'induit pas que le changement va être derrière à la clé. Voilà, pour moi il y a deux choses. Après l'hypnose, on est détendu, mais ce qui m'intéresse, c'est comment on est après un mois. Est-ce que les changements se sont mis en route? Et pour cela, je reprends les 3 étapes: clarifier les pensées, enlever les pensées parasites, empêcher, on va dire, ce combat entre en fait le cerveau gauche qui veut planifier, logifier, etc., et calculer lui-même comment ça doit se faire, et puis le cerveau limbique qui résiste, et puis donc permettre au cerveau droit d'accepter le changement, parce que s'il n'y a pas le changement au niveau du cerveau droit et ensuite le transfert au niveau du cerveau gauche, il n'y aura pas modification. Voilà, c'est pour ça que pour moi, l'hypnose, avec le mélange de l'hypnose classique et de l'hypnose ericksonienne, arrive à des résultats extraordinaires quand on suit ses principes de base et que surtout on a un engagement du patient. C'est pour ça que je ne fais plus de séances d'hypnose individuelle, je ne fais que, dans certains cas, pour les gens qui sont dans le marketing de réseau, pour les artistes, pour le sport, uniquement quand il y a un engagement de 6 à 18 mois. Parce que pour moi, si on n'arrive pas à modifier complètement la vision d'ensemble, en étant dans un travail en permanence pour créer des connexions neuronales, eh bien, l'hypnose, c'est là la limite, c'est qu'il faut rendre conscient ce qu'on est en train de créer dans l'inconscient. Autrement dit, il y a forcément un travail de coaching, mais de véritable coaching, avec toute une méthodologie à mettre en route. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis en forme pour la rentrée. Bye bye, salut.